Merci pour l'invitation, et merci à tous d'être venus. Ouais, si je parle là-dedans, c'est peut-être mieux. Ouais, donc moi je suis prof à Sorbonne Université, là, c'est Jussieu en fait, Sorbonne Université. Donc qui est une université scientifique au centre de Paris, quoi. Et puis je suis également à temps partiel, parce que j'ai une là, donc dans une boîte privée qui est Critéo, et qui a créé un labo d'IA il y a l'an dernier. Donc là, pareil, un labo d'IA qui tourne pas mal autour de l'apprentissage automatique. Donc mon background, c'est je suis informaticien, et je fais du machine learning et des réseaux de neurones depuis pas mal de temps. Voilà. Donc je vais raconter mon histoire de ce point de vue-là. Et puis, donc ça fait quelques temps, bon, 2 ans un peu plus, quoi, que je m'intéresse en collaborant avec des collègues d'autres disciplines, quoi, à en gros essayer de travailler un petit peu sur le challenge, donc de faire des systèmes hybrides, quoi, qui incorporent à la fois des modèles physiques et puis qui utilisent des modèles statistiques pour exploiter les données. Voilà. Donc c'est ça en gros dont je vais vous parler, avec mon point de vue, qui est donc un point de vue machine. Donc voilà, donc je vais introduire un petit peu la problématique, telle que je la considère, quoi. Et puis ensuite, je raconterai quelques travaux qu'on a fait. Alors, il y a pas mal de gens qui s'intéressent alors je vais m'intéresser, on va voir, je vais m'intéresser à la modélisation de systèmes dynamiques. Et donc, je vais partir d'équations différentielles. Et donc, il y a pas mal de gens qui s'intéressent je dirais un petit peu au mix entre équations différentielles et puis système d'apprentissage, système statistique, quoi. Et donc, ces gens viennent de différentes communautés avec différents points de vue. Donc, je vais d'abord raconter des choses qui sont faites. Enfin, j'ai pris quelques exemples qui sont faits dans la communauté, qui proviennent principalement de gens qui soit font, je sais pas, la mécanique, par exemple, qualité fluide, ou bien des gens qui viennent des maths appliquées. Et puis après, donc, je raconterai quelques travaux qu'on a fait ces dernières années, mais cette fois-ci en partant d'un point de vue qui est un point de vue apprentissage. Voilà, donc, juste pour positionner un petit peu les différentes approches. Donc il y en a bien d'autres, mais enfin bon, ça donne deux points de vue différents sur les choses. Donc la motivation, c'est ça. Donc ça vient aujourd'hui, donc on parle beaucoup d'IA, et donc le cœur de l'IA. En fait, moi je suis dans l'IA depuis pas mal de temps, et pendant plusieurs années on n'a pas eu le droit de prononcer le mot intelligence artificielle, parce que c'était un gars. Bien, et donc c'est ressorti il y a 3 ans, 4 ans, c'est ressorti sous l'impulsion des GAFA, principalement. Et ce qu'ils mettent derrière le terme IA, c'est pas l'IA au sens, je dirais, un petit peu informatique, historique, quoi. C'est principalement du traitement de données. Donc c'est les data science, et puis au cœur de la data science, il y a le machine learning. Voilà. Et donc, aujourd'hui, donc c'est quelque chose qui a pris de l'importance pour plusieurs raisons, parce que les données sont de plus en plus importantes, parce qu'on a des moyens de calcul, etc. Mais également parce que donc ces mêmes acteurs, enfin, même GAFA ou PATS, etc., quoi, ont adopté en fait ces technologies, en particulier des technologies autour des réseaux de neurones et du deep learning, et en un temps extrêmement court, les ont portés dans leur système opérationnel. Donc ça c'est quelque chose qui est assez stupéfiant quand on regarde un petit peu, même ne serait-ce que 3-4 ans. 3-4 années en arrière, quoi, je veux dire, il y a un certain nombre de réalisations, faire des choses qu'on utilise aujourd'hui tous les jours, quoi, à large échelle, à l'échelle de Google, quoi, où le délai entre le papier de conf et puis la mise en œuvre industrielle, quoi, c'était, je sais pas quoi, 12 mois, 18 mois, quelque chose comme ça, c'est des échelles dont on n'a pas l'habitude, voilà. Et donc aujourd'hui, ces méthodes-là, donc c'est vraiment donc, l'état de l'art, quoi, dans tout un tas de domaines, en particulier dans tout ce qui concerne le traitement de données sémantiques, tout ce qui est autour du web, donc en particulier autour de la vision, le traitement de la langue, etc. Voilà, et donc, ce qui fait que ça marche, comme je te disais, donc c'est parce qu'aujourd'hui on a énormément de données, et puis c'est le fait que ça atteigne des performances, d'excellentes performances, repose quasiment entièrement sur le fait qu'on soit capable d'accumuler ou de traiter des quantités de données énormes pour représenter les phénomènes qui nous intéressent. Et donc les approches qui sont développées, ce que j'appelle ici des approches agnostiques, c'est-à-dire qu'on n'a quasiment pas... On a des mécanismes, des mécanismes phylogénétiques, donc des algorithmes d'apprentissage, et puis on va
on va traiter des données avec. Voilà. Et on n'incorpore quasiment aucune connaissance a priori, très très peu de connaissances a priori dans ce système. Voilà. Alors après, il y a un autre domaine, une autre grande famille un ensemble de domaines, je dirais, qui traitent des données depuis longtemps, et puis des données de façon extrêmement massive, quoi. C'est donc tout ce qui tourne autour de la physique, pour lesquels on a donc soit des observations. Donc moi je travaille pas mal avec des gens qui sont proches de la modélisation du climat, qui étudient par exemple les interactions atmosphère-océan. Donc voilà, donc ils traitent des données satellitaires, et ces gens-là ont des données depuis bien plus longtemps que nous, en apprentissage, et des données beaucoup plus massives, quoi. D'accord. Et ils étudient les phénomènes qui sont beaucoup plus complexes. Puis après, il y a d'autres gens, je crois, analyse numérique par exemple, qui utilisent plein de données qui sont des données de simulation, par exemple. Donc il y a un autre type de données, mais qui également qui sont produits en quantité extrêmement importante. Et donc là, l'approche est extrêmement différente, quoi. C'est-à-dire que l'approche générale, c'est que voilà, on a accumulé des connaissances pendant des décennies, quoi. Et puis on va s'intéresser à modéliser des phénomènes de façon explicite, en s'appuyant sur les connaissances qu'on a accumulées. Pour ça, ce que je dirais, c'est la modélisation dans laquelle on met énormément de connaissances a priori. On va formuler nos modèles de façon mathématique, souvent sous la forme d'équations différentielles, en particulier pour ce qui m'intéresse aujourd'hui. Et puis après, donc, je vais essayer de développer des modèles numériques, et je vais essayer d'incorporer des données dans ces modèles numériques. Voilà. Donc c'est deux philosophies différentes. Il y en a une, je dirais, qui repose sur des connaissances approfondies des phénomènes, donc tout ce qui est approche physique, et puis l'autre qui est vraiment une approche purement donnée. Et aujourd'hui, donc moi, le challenge qui m'intéresse, et je pense qu'il y a pas mal de choses à faire, en tout cas au niveau académique aujourd'hui, quoi, c'est l'interaction entre ces deux mondes, quoi, qui sont deux mondes qui traitent de données de façon extrêmement différente. Voilà. Et donc, il y a un certain nombre de questions qu'on se pose, en machine learning, par exemple, c'est est-ce que les méthodes statistiques elles sont capables de modéliser des phénomènes aussi complexes que ceux qui sont modélisés par ces modèles physiques. Comment est-ce que je peux incorporer ces connaissances dans les méthodes statistiques? Donc pour moi, dans les réseaux neuronaux, c'est principalement ce que je fais aujourd'hui. Est-ce que, si on a suffisamment de données, ces modèles statistiques vont être capables de capturer un certain nombre de principes physiques, un certain nombre d'invariants physiques, quoi. Puis bien sûr, il y a également tout le dual du côté physique, quoi. Je veux dire, quand j'ai des modèles physiques, comment est-ce que j'incorpore des données, en fait. Voilà les questions qu'on se pose depuis un certain temps. Donc ça c'est juste un exemple, donc, puisque je disais que je travaillais avec des gens de climat, quoi. Donc ça c'est des articles dans des revues assez générales qui sont parus récemment, enfin début de l'année 2019. Quoi. Et donc Communication of the ICM, c'est un journal pour informaticiens, c'est un journal généraliste. Quoi. Et puis l'autre c'est Nature. Et ces deux publications, en fait, c'est des plaidoyers pour c'est des gens qui se positionnent, c'est des gens qui viennent des géosciences qui se positionnent, et c'est des plaidoyers pour développer donc, des méthodes de géosciences qui intègrent des avancées récentes en traitement de données, quoi. Que ce soit de l'apprentissage ou de la simulation, des choses comme ça. Voilà. Et donc, en particulier, donc, par exemple, sur la modélisation du climat, donc les modèles de climat, c'est des choses énormes. Hein. Il y a aujourd'hui, donc, aux États-Unis, un groupement d'universités. Donc c'était lancé en 2018, quoi, enfin fin 2018, pour recréer pour créer un modèle de climat qui intègre directement donc, des méthodes de masse apprentissage. Et donc ça c'est des investissements qui sont très je pense qu'il y a peut-être quelques modèles de climat, 5-6, un truc comme ça. C'est des gros investissements. Voilà, donc moi je me focalise sur des dynamiques spatio-temporelles. Donc pour moi, dynamique spatio-temporelle, dans l'apprentissage, c'est un petit peu n'importe quoi. Donc, par exemple ici, j'ai des dynamiques qui correspondent à des observations satellitaires, mais c'est n'importe quel type de phénomène spatio-temporel. J'ai juste mis des exemples comme ça pour montrer la diversité. Donc là c'est celui du milieu, donc ça concerne donc, des données biologiques. C'est la diffusion donc, et puis l'évolution donc, de l'ADN à partir de la sortie d'Afrique, quoi, par Homo sapiens. Et puis là, donc, j'ai des phénomènes pareils dans d'autres domaines. Donc ici, c'est la grande peste du XIVe siècle, et puis sa diffusion. Voilà. Donc pour moi, voilà, un phénomène spatio-temporel, c'est simplement quelque chose de très général comme ça. Après, les exemples que je donnerai sont principalement issus de données qui sont des données d'observation satellitaire. Voilà.
Donc, je vous ferai je fais un aperçu rapide de ce que font des gens. Donc, nous, on est donc des gens, donc, je disais tout à l'heure, principalement, qui proviennent de l'analyse numérique et puis de la mécanique. J'ai juste pris deux exemples spécifiques, mais il y a tout un courant autour de ça. Et donc, il y a alors, il y a, bon, là, j'ai pris un livre d'un monsieur qui s'appelle Steve Brunton. Donc ça, c'est un truc qui vient de sortir récemment, donc c'est Data Driven Science and Engineering, mais il est aux États-Unis, donc je ne m'en rappelle plus, vous l'avez appris quelque fac. Mais bon, bref, donc lui, ça fait plusieurs années qu'il pousse ce courant-là. Voilà. Et donc c'est quelqu'un qui fait de la mécanique, qui essaie d'intégrer les données dans tous ces développements. Voilà. Et donc ici, donc, ce courant-là, je dirais qu'il s'intéresse principalement à apprendre, à retrouver des lois, en fait, à partir de données. Voilà. Donc à apprendre des équations différentielles à partir de données, c'est-à-dire que je vais avoir des données, et puis je vais essayer de retrouver le phénomène dynamique qui a généré ces données. Et ce qui va m'intéresser, ça va être de retrouver la forme explicite, une forme explicite pour l'équation différentielle. Donc ils en sont principalement là aujourd'hui, et puis éventuellement, donc à partir du moment où on a cette forme explicite, on peut l'utiliser par exemple pour faire de la prédiction. Donc les travaux autour de ce gars-là, donc Steve Brunton, c'est un petit peu des travaux fondateurs dans le domaine qui ont inspiré pas mal de gens. Donc je raconte un petit peu l'esprit de ces travaux, ils ont énormément de publications, mais bon, ça raconte tout un petit peu la même chose quand même, quoi. Et puis là je montre quelque chose, un résultat qui est, enfin, une approche qui est, ça suit un petit peu la même philosophie, c'est une approche qui est un peu plus moderne. Voilà, donc l'idée générale des arguments qui sont présentés, c'est ça, donc c'est ce que je viens de raconter, hein, c'est de redécouvrir, d'apprendre donc les équations derrière les observations de phénomènes dynamiques spatio-temporels, quoi. Et puis, donc, les arguments, c'est ça, donc c'est qu'aujourd'hui, on a plein de données, dans tout un tas de domaines différents. Et puis, l'approche physique, ok, elle a été développée, bon, elle est bien développée, on sait faire plein de choses avec, mais dans plein de cas, donc, j'ai pas la connaissance parfaite de mon phénomène, quoi. Donc, soit sur les lois de la dynamique, soit sur les variables. Et donc, on va essayer de l'apprendre. Voilà. Donc, il considère en général donc, des équations différentielles, donc, assez générales, en cette forme-là. Et donc l'idée, c'est que, on sait qu'on connaît la forme générale d'une équation différentielle, enfin, par exemple, les dépendances. On sait qu'il va y avoir un certain nombre de termes qui pourraient être appliqués à l'équation différentielle. Par contre, on ne sait pas exactement quel terme, et puis la forme de la dynamique F est d'accord. Et donc, on va essayer de l'apprendre. Alors, aujourd'hui, je dirais, ça fonctionne pas véritablement, enfin, ça fonctionne pas sur des données, à ma connaissance, sur des données réelles, quoi. Et donc ça c'est des papiers récents, mais tout ce que j'ai vu comme évaluation, c'était sur des données simulées, qui sont des données assez simples. C'est-à-dire qu'on va prendre des équatifs, on va simuler les données à partir de ça, et puis on va tester l'approche. Mais bon, voilà, donc c'est une étape. Ok, donc, la philosophie, c'est celle-là, donc elle est illustrée sur ce petit dessin. Donc, je vais avoir des données. Donc ici, j'ai des données qui vont être générées par une simulation de typique. Et puis, à partir de ces données, j'ai essayé d'apprendre la forme de l'équation différentielle. Et donc, je vais faire un certain nombre d'hypothèses. Je fais une hypothèse qui est très très forte, c'est que j'ai accès à l'état de mon système. J'ai une connaissance parfaite. Donc, mes observations, c'est des observations parfaites. Donc, je connais l'état de mon système. Et puis, je vais supposer que je connais, alors je connais pas la forme de l'équatif, mais je connais les termes qui sont impliqués. D'accord ? Donc, je connais les différentes différentielles qui sont impliquées dans l'équation. Et donc, en fait, j'ai supposé que j'ai un dictionnaire de termes, donc les dérivés à différents ordres, les dérivés croisés, etc., ou les produits de dérivés, des choses comme ça. Donc, je suppose que j'ai un dictionnaire, et je vais essayer, en fait, de trouver une fonction. Alors, dans ce cas-là, ça va être une fonction linéaire, d'accord, de ces différents termes qui me permettent d'expliquer les données que j'observe. Ok, voilà. Donc, j'ai des données observées. Donc là, j'ai des dérivés par rapport à x, par rapport à x, y, etc. D'accord ? Des dérivés de différents ordres. Et puis ensuite, je vais traiter mon problème de découverte d'équations différentielles comme un problème de régression. C'est un problème de régression linéaire, c'est-à-dire que je vais essayer de régresser mes observations sur les termes de mon dictionnaire. D'accord ? Voilà. Et donc je vais résoudre un problème qui est un problème de régression. Et
ce qu'il essaye de faire, c'est ce qu'on appelle la régression sparse, c'est-à-dire que je vais essayer de trouver le nombre minimal de termes qui me permet d'expliquer mes données. Donc ça, c'est notre hypothèse forte, quoi. Je vais essayer de trouver les termes les plus pertinents, et je vais essayer de trouver le nombre de termes le plus faible possible qui me permet d'expliquer. Ils font la régression, qui est la régression sparse, la régression avec un terme de régularisation qui permet d'éliminer des données des termes. Voilà. Une fois qu'on a résolu qu'on a traité notre problème de régression, on va se retrouver avec une forme générale des quadifs, comme ça, d'accord, et puis on va pouvoir comparer la somme de données subie avec l'équation initiale. Sur des vraies données, l'analyse va être ok. Donc juste, je reprends la même chose juste pour détailler un tout petit peu. Donc voilà, donc ça c'est la forme générale de mon équation. Donc je suppose que je connais donc j'ai un dictionnaire de termes élémentaires, donc qui sont des dérivés différentiels par rapport à un certain nombre de composantes, quoi. Et puis donc j'ai mes données, donc j'ai échantillonné ça sur un certain nombre de points sur les observations. Donc ensuite, je vais pouvoir représenter ça comme un système d'équations, c'est-à-dire que je vais essayer d'expliquer les observations comme une combinaison linéaire des éléments du dictionnaire, d'accord. Et puis je vais essayer de résoudre un problème qui est un problème de régression. Donc je vais essayer de trouver les termes à la combinaison linéaire de mes termes qui permettent d'expliquer. Ok. Et puis voilà, donc typiquement le genre de choses qu'ils ont testé, quoi. Donc ici, vous avez différents exemples. Donc, vous voyez, c'est un petit peu générique, quoi. Et puis donc ça c'est la forme initiale. Et puis les termes d'erreur ici, mon souvenir, c'est des erreurs sur les coefficients. Je crois que vous avez cette équation là. Je crois que c'est des erreurs sur les coefficients, donc de l'équation qui sont retrouvées. Voilà. Donc voilà un petit peu l'idée générale de ces approches. Donc je répète un petit peu ce que je disais là. Donc on a quand même un certain nombre c'est un travail qui est intéressant, mais qui est encore un petit peu limité, quoi. C'est-à-dire qu'on a des hypothèses fortes, c'est-à-dire qu'on suppose qu'on a une observation, qu'on connaît l'état du système à chacun des instants qui est observé. On suppose, donc, il y a des hypothèses également donc, sur l'histoire du dictionnaire, c'est-à-dire qu'on connaît plus ou moins les termes qui apparaissent dans l'équation. On connaît un surensemble de ces termes, on va sélectionner parmi ces termes. Voilà. Après, ici, donc, s'il y a des non-linéarités sur ces termes, elles sont précodées. C'est-à-dire qu'on va, par exemple, faire des produits de termes, et donc ça va augmenter la taille de l'espace dans lequel on va travailler, quoi. Voilà, et puis il y a notre hypothèse forte, c'est que, je te disais, on fait une régression sparse, c'est-à-dire qu'on va supposer qu'il y a uniquement un nombre de termes limité qui interviennent dans la dynamique. Voilà. Ça empêche qu'une fois qu'on a ça, si on est capable de le faire, on a une forme explicite, quoi, donc on a une forme interprétable. Okay. Après, donc, pour résoudre leur problème, pour résoudre leur problème d'apprentissage, ils sont obligés de faire la différenciation numérique, quoi. Et donc, en particulier, ça veut dire qu'il faut avoir un échantillonnage ici. Si je comprends ça, il faut avoir un échantillonnage qui est assez dense, quoi, autour des points observés. D'accord? Voilà, donc ça c'est quand même un point de fragilité du modèle. Et puis c'est des choses qui aujourd'hui fonctionnent utilisées sur des données qui sont des données artificielles. Voilà. Donc un premier travail. Après, quelque chose qui généralise un petit peu ça. Alors, il y a tout un tas de choses il y a tout un tas d'acteurs dans ce domaine-là, mais je prends juste un exemple, quoi. Donc alors la différence essentielle, c'est que ici, donc on va sortir du monde linéaire, du monde des régressions, quoi. Et puis on va utiliser ici donc une forme beaucoup plus intégrée pour apprendre les équations différentielles. Et pour ça, donc on va utiliser des réseaux de neurones, qui sont des réseaux de neurones assez gros. Et c'est le réseau de neurones qui va permettre de faire, qui va intégrer directement, je dirais, la discrétisation spatiale et la discrétisation temporelle. D'accord. Voilà. Après, il y a autre chose qui est, je trouve, une différence significative, c'est-à-dire qu'on va plus ici utiliser de la différenciation numérique, d'accord, mais on va utiliser la différenciation automatique, d'accord. C'est-à-dire qu'on ne se casse plus les pieds, donc ouais. Il n'y a pas de problème quand on fait la différenciation, il y a un problème de résolution, quoi, de nombre de points suffisamment à faire. Ouais, dans la version précédente, oui. Et là, on va aller un peu en fusion de neurones. Non, ici donc ça va être de la différenciation automatique, c'est-à-dire que donc on va utiliser donc des logiciels de différenciation automatique pour simplement dériver les fonctions.
on s'abstrait donc de différences numériques. Ouais. Donc c'est pour ça que je mentionnais ça, quoi, que je disais que c'était une... ouais, ça donnait quand même un mécanisme qui était beaucoup plus souple. Ok, donc ici c'est un exemple, alors je ne sais pas si vous connaissez ce genre de choses, quoi. Donc ça c'est un exemple de réseau de neurones qui est utilisé typiquement en image. Donc, pour ceux qui connaissent, ça s'appelle un ResNet, quoi. Et donc c'est un réseau de neurones avec plein de couches. Et donc il a été proposé il y a 3-4 ans, quoi, et qui est devenu un petit peu un classique. Donc là j'ai une couche d'entrée, et puis j'ai utilisé pour faire initialement pour faire la classification d'images, mais ensuite pour faire la localisation d'objets, de la segmentation, des choses comme ça. Et donc après je vais avoir tout un tas de trucs avec plein de couches, quoi, d'accord. Et les gens aujourd'hui ils en empilent, je sais pas quoi, une centaine de couches, des choses comme ça. Donc c'est des gros objets avec pas mal de paramètres. Quoi. Et vous voyez qu'ici en fait ils sont tous composés d'éléments, et ces éléments sont tous semblables. Donc c'était moi ils figurent là. Et donc ces éléments ils intègrent, il y a deux choses qui les caractérisent. Un, c'est qu'ils calculent des convolutions, donc on parle de réseaux à convolution, pour les gens qui ont un petit peu l'habitude des réseaux de neurones. Et donc c'est des réseaux qui sont utilisés classiquement sur l'image. Donc réseau à convolution, ça veut simplement dire qu'on va faire passer un filtre, en fait, ou plusieurs filtres en fait sur une image, et qu'on va apprendre ces filtres automatiquement. D'accord. Donc l'idée c'est simplement que dans les images, on va essayer d'exploiter des informations qui sont des informations locales. Okay. Donc c'est ce qu'on va faire sur une image de départ, quoi. Et puis ensuite, on va empiler donc les modules les uns après les autres, ou empiler les filtres les uns après les autres. Et puis les filtres qui sont à ce niveau-là, par exemple, vont avoir une vue qui va être une vue beaucoup plus globale sur l'image. D'accord. Donc ici, on fait les traitements locaux, et après on fait des traitements locaux sur les traitements locaux, donc ça donne une espèce de, pyramide de filtres, quelque chose comme ça. Donc ça, c'est un point. Et puis donc ces filtres, en fait, ils vont être utilisés ici pour apprendre ou pour approximer donc des opérateurs différentiels, pour faire la différenciation spatiale. D'accord. Et on va les apprendre. Et puis après, il y a autre chose. Donc chacun des modules, il a une tête comme ça. Donc ici, on voit qu'il y a une connexion, ce que les gens en réseau de neurones appellent une skip connection, une connexion qui se... Et ça veut dire qu'ici, à la sortie d'un de ces modules, bon, j'appelle ça xt+1, c'est égal à xt, donc une copie des entrées ici. Donc c'est égal à xt plus f de xt, qui est la fonction de transition qui est calculée par ce module. Voilà. Et puis ici, donc, on voit apparaître quelque chose qui rappelle quand même très fortement un schéma de différenciation temporelle, quoi, un forward alert. Et puis donc ça donnait l'idée à tout un tas de gens de proposer des schémas d'implémenter à travers des réseaux de neurones des schémas de différenciation plus complexes que celui-ci. Mais bon, bref, l'idée elle est là, quoi. Donc en fait, on va avoir ici l'implémentation de deux schémas, quoi. Un spatial, des schémas de différenciation, un spatial et puis un temporel. Voilà. Et puis l'idée, c'est qu'on va apprendre donc les différents filtres et puis l'automatique. Et donc en plus, dans ce travail-là, donc ils utilisent, ils aboutissent également à des formes explicites, quoi, d'équations différentielles. Et donc c'est des choses que je ne vais pas détailler, qui sont des travaux également assez récents. Donc ils arrivent à représenter les polynômes, donc l'équivalent des polynômes sur les termes de l'équation différentielle. De façon, ils ont des astuces pour représenter ça, pour apprendre les combinaisons de façon assez intelligente. Voilà. Bon, je vous ai dit l'essentiel, donc pareil, on considère des équations du même type. Après, je vais avoir des modules élémentaires qui s'appellent un bloc ici, quoi, qui va implémenter quelque chose comme ça, quoi. Ok, donc un schéma de discrétisation temporel ici, et puis au sein donc de ce module élémentaire qui s'appelle net ici pour réseau, quoi. Je vais implémenter, donc je vais apprendre donc, des schémas de différenciation spatiaux. Bon, je ne donne pas les détails, quoi. Voilà, et donc ils ont des architectures de réseaux de neurones qui se posent dans un bloc élémentaire et qui vont enchaîner des blocs différents pour avoir un schéma de différenciation temporelle. Ok. Voilà. Et donc par rapport à ce que j'ai présenté précédemment, donc c'est quelque chose qui, moi je trouve c'est un peu moderne, quoi. Donc, ici on apprend les filtres, on a une implémentation qui est beaucoup plus efficace, donc des polynômes sur les termes différentiels et puis donc sur leur combinaison. On a les mêmes hypothèses, c'est qu'on va supposer qu'on a accès à l'état complet donc, du système, d'accord. Et puis de la même façon, donc, ça donne, donc, ici vous voyez donc une équation de départ qui a servi à simuler des données,
et on a appris sur ces données simulées, et on obtient l'approximation. Ok. Donc voilà l'idée générale de cette famille. Ok. Donc maintenant je passe à autre chose. Donc là c'est des choses qu'on a faites ces dernières années, quoi. Où donc nous on est parti d'un point de vue complètement différent. On est parti du point de vue machine learning, quoi. Et puis on s'est intéressé à l'apprentissage de ce type de phénomène. Donc de notre point de vue, je veux dire, à partir du moment où il y a des données, la philosophie machine learning, c'est quand même ça. Hein, à partir du moment où j'ai des données, j'ai pas besoin de modèle, quoi. Je peux dire si je suis assez malin, et si j'ai des modèles au sens machine learning cette fois-ci assez sophistiqués, je vais pouvoir tout apprendre. Bon, bref. Ça, c'est la philosophie générale, quoi. Après, quand on étudie des problématiques compliquées, un petit peu comme celle que j'ai présentée ici, je pense que c'est une philosophie qu'il faut amender et qu'il y a probablement beaucoup de choses à tirer d'une confrontation des deux approches, qui sont l'approche physique et l'approche statistique. Voilà, donc je vais présenter ça à travers quelques travaux qu'on a fait ces dernières années. Donc là, premier travaux, donc c'est vraiment un truc purement machine learning. Donc, j'ai un modèle, et puis j'ai des données, j'apprends. Et puis ensuite, donc on s'est posé la question comment est-ce qu'on peut incorporer des connaissances. Alors c'est un peu c'est un petit peu une démonstration, quoi. Je veux dire, l'application elle-même n'est pas forcément super intéressante. On va voir qu'il y avait voilà, c'est une démonstration de principe, donc on l'a fait sur un cas particulier, quoi. En fait, c'est un problème que j'ai essayé d'aborder de façon un peu générale il y a 3 ans, c'est un peu cassé les dents, quoi. On s'est dit, bon, ok, on va être un peu plus modeste, on va aborder des problèmes pratiques spécifiques, quoi. Donc ça illustre un petit peu ça. Et puis là, on commence à aller vers des choses qui sont un petit peu plus générales. Donc vous voyez, en fait, c'est des travaux qui sont assez récents, mais je pense que tous les gens qui sont dans ce domaine-là, pour tout le monde, c'est un petit peu des approches récentes. Je pense que c'est un petit peu la vogue de la popularité des réseaux de neurones, car c'est un petit peu ça. Après, donc, l'idée de mélanger les différents types d'approches de la système hybride, elle n'est pas récente, elle existe depuis longtemps. Les gens l'ont abordé, même, je sais pas quoi, il y a déjà une vingtaine d'années, ou même sur l'étude des systèmes dynamiques à partir de modèles qui combinent, je dirais, physique et puis modèles statistiques, quoi. Donc il y a eu tout un tas de travaux déjà, quoi. Mais bon, ça a été relancé, et relancé avec une communauté qui est beaucoup plus forte aujourd'hui. Et je pense qu'une des grosses différences, c'est que, enfin, autant, ça c'est la connaissance que j'en ai, moi. Auparavant, donc c'était un petit peu par exemple, ici, les gens des réseaux de neurones qui s'intéressaient, par exemple, les réseaux de neurones récurrents, qui sont des modèles dynamiques, quoi, qui s'intéressaient à étudier ces modèles-là, avec des outils un petit peu généraux, des systèmes dynamiques, quoi. Voilà, qui s'intéressaient à l'étude de ces modèles aujourd'hui, donc il y a plein de communautés différentes qui vont, aujourd'hui un petit peu, qui convergent aujourd'hui, vers des problématiques qui sont un petit peu simples. Donc je pense que ça a vraiment d'autres angles. Donc je m'intéresse à des phénomènes spatio-temporels. J'ai considéré des systèmes dynamiques, donc je suppose que j'ai des variables d'état qui décrivent l'évolution d'un système. Moi j'ai considéré que ces variables d'état sont inconnues, d'accord, et que j'ai la connaissance de mon système uniquement à travers des observations qui me donnent une information imparfaite sur ces variables d'état. Donc soit une information partielle, donc dans les exemples que je pense, ça va être souvent ça. C'est que je vais observer quelques-unes de ces variables d'état, ou soit une version bruitée d'un certain nombre de ces variables. Et puis ce que je vais essayer de faire, c'est d'essayer de modéliser, donc d'apprendre l'évolution de mon système. Et l'objectif que j'ai fixé, c'est de développer des modèles qui sont des modèles de prédiction. Donc cette fois-ci, on va complètement perdre, pour l'instant, l'interprétabilité des modèles, c'est-à-dire qu'on ne va plus du tout retrouver la forme des équatifs, quoi. Pas de façon explicite. Mais elle sera, on espère, capturée de façon implicite dans les modèles. Et les évaluations que je vais faire, ça va être donc, non pas des évaluations sur j'ai retrouvé la forme de l'équatif que je connais, mais ça va être des évaluations sur mon système est capable de prédire le futur, donc j'ai dû capturer quelque chose de négatif. Voilà. Et je vais m'intéresser, donc je vais regarder un petit peu, donc, alors, initialement, donc, est-ce que je suis capable de prédire le futur dans l'espace des observations, et puis on commence à regarder un petit peu qu'est-ce qu'on est capable de faire également dans l'espace des variables d'état. Est-ce que ce qu'on prédit ou la dynamique qu'on apprend dans l'espace des variables d'état est quelque chose qui a un sens, qui a un sens physique. Voilà. Alors, je montre rapidement donc, des travaux qu'on a fait il y a quelques années, mais cette fois-ci, qui sont vraiment une approche complètement agnostique. J'ai des données et puis je vais essayer d'apprendre un phénomène. Donc j'ai un phénomène spatio-temporel. Donc j'ai des observations, il s'appelle Y ici. D'accord.
Et puis donc j'ai des observations temporelles, et je vais essayer donc d'apprendre la dynamique sous-jacente dans mon système. Donc ici, j'ai représenté donc la dynamique de mon système comme ça. Donc ça, c'est une simple modélisation classique de système dynamique. Donc je suppose que j'ai des variables d'état, je les appelle Z ici, d'accord. Et ces variables d'état, elles obéissent à une certaine dynamique, d'accord. Et puis, à partir d'une variable d'état, ici dans Z, quoi, je vais être capable de, je vais être capable de prédire mes observations. Voilà. Donc ce qui va m'intéresser, c'est d'apprendre mes variables d'état, et puis d'apprendre à partir de ces variables d'état à prédire mes observations. Donc je vais avoir deux choses, je vais essayer d'apprendre deux choses. La fonction dynamique ici, sur mes variables dans mon espace d'état, et puis la fonction, ce que j'appelle la fonction D, pour moi c'est la fonction, je l'appelle une fonction de décodage. Voilà. Ok, et puis la seule chose que j'ai pour apprendre, c'est les observations Y du passé. Voilà. Voilà, donc ça c'est un système dynamique à état. Ça ressemble beaucoup à des réseaux de neurones récurrents, pour ceux qui ont l'habitude de ça, quoi. Les réseaux de neurones récurrents, c'est une forme un petit peu différente. Un petit peu différente de système. Dans les réseaux de neurones récurrents, en fait, on considère qu'on prend les sorties ici, à chacun des instants, puis qu'on va les reboucler comme entrée dans l'espace des états. Donc ouais, c'est des modélisations un petit peu différentes, mais l'idée est la même. Voilà, et donc quand on a commencé à travailler là-dessus, donc il n'y a pas si longtemps que ça, en fait il y avait très peu de choses qui étaient faites au niveau statistique, et enfin, je dirais plutôt réseau de neurones, quoi. Voilà. Et puis l'idée, donc, c'est de partir d'un système qui a cette allure générale, donc un système dynamique comme ça, et puis donc de s'intéresser à la modélisation spatio-temporelle, quoi. Donc si on imagine que j'ai des données qui sont recueillies sur une grille, par exemple, je prends une grille régulière ou irrégulière, peu importe. Donc ici, dans le modèle qu'on a développé, je ne vais pas donner plus de détails, mais donc on a associé donc un état ici à chacun des points d'observation, à chacun des points de la grille, par exemple. D'accord. Et puis on va essayer donc d'apprendre la dynamique en prenant en compte donc les dépendances spatio-temporelles entre les différents capteurs, par exemple. D'accord. Et puis ensuite, pour chacun des points de cette grille, pour chacun des états que je suis capable de modéliser ou de prédire, eh bien, je vais prédire à mon tour donc, des observations futures. Voilà. Et donc, c'est la même idée générale qu'un système dynamique, c'est-à-dire que je vais avoir deux fonctions à apprendre, une fonction qui est à partir d'un état, enfin, à partir de l'observation qui est associée à cet état, et puis une fonction qui est une fonction ici, donc ma fonction dynamique, ma fonction de transition, ouais, qui va incorporer donc les dépendances, qui va apprendre les dépendances spatiales et temporelles. Voilà. Donc je ne détaille pas, simplement ici, donc, par exemple dans le modèle qu'on avait développé, quoi, on avait différencié donc, des dépendances qui sont des dépendances internes, je dirais à chaque étape, quoi, intra-étape, quoi, de dépendances qui sont des dépendances inter-étapes. D'accord. Ok, et puis donc voilà. Bon, ça c'est juste un exemple sur les données qui sont des données académiques, quoi. Donc, voilà, ça c'est le modèle qu'on a évalué, qu'on a comparé avec tout un tas de modèles. Donc ici, c'est des données académiques, donc c'est des données qui sont des températures de surface, ici, sur le Pacifique, quoi, qui sont recueillies sur un certain nombre de localisations spatiales, et pareil sur une certaine période. Bon, bref, là, c'est juste une représentation qui est une représentation qualitative, quoi, de la réalité, et puis donc des prédictions qui nous sont données par un système. C'est juste pour illustrer un petit peu ce qu'il y a le système. Bon, je vous montre ça simplement pour vous dire, voilà, nous on a commencé à travailler comme ça, avec une approche qui est une approche purement statistique, purement machine learning. J'ai des données, j'apprends à prélever mes données avec une approche régression, et un modèle qui est un peu plus compliqué qu'une régression, puisque c'est un modèle qui est un modèle à état, et je vais apprendre en fait donc la dynamique dans cet espace d'état. Alors ici, l'espace des états, il n'a pas de signification. Je peux le plotter, quoi, je peux le montrer, mais il n'a pas de signification physique particulière. Voilà, donc ça c'est une des premières étapes. Après, donc on s'est posé le problème, donc on commençait à discuter donc, avec les gens dont je parlais tout à l'heure, donc les gens qui travaillent un petit peu sur certains aspects de la modélisation climatique. Quoi. Et donc on a commencé à travailler sur des problématiques particulières. Et donc en particulier ici, donc sur la modélisation, donc ça correspond à l'exemple que je vous ai montré, sur d'autres types de données, donc de la température à
à la surface de la mer, quoi. Et donc c'est des données qui sont des données capturées par satellite, par infrarouge. Et donc cette prévision de température, c'est un domaine, c'est une problématique classique qui est utilisée donc comme une brique de base dans un certain nombre de tout un tas de modèles de climat. Voilà. Et donc l'approche classique pour faire ça, qui n'est pas extrêmement vieille non plus, mais donc c'est une approche par assimilation de données, et donc mais qui repose quand même sur une philosophie que je dirais non. C'est une façon d'intégrer les données, mais de façon non machine learning, je dirais un petit peu pré-machine learning, quoi. Où donc je pars d'une modélisation de mon phénomène, quoi, et puis après donc je vais faire tout un tas d'étapes qui sont des étapes classiques d'analyse numérique. Okay. Donc je vais arriver à un modèle qui va être un modèle discret par exemple, et puis après je vais procéder à l'assimilation de données. C'est-à-dire je vais essayer d'intégrer, donc de déterminer un certain nombre de paramètres de mon modèle, ou d'intégrer mes données dans mon modèle. Voilà. Ok. Et puis à partir de ça, donc je vais essayer de faire de la prédiction. Voilà. Ok, donc nous on est parti donc pareil, donc de ce que faisaient les gens en assimilation de données, quoi. Donc on est parti d'un modèle de ce phénomène. On suppose que c'est l'élément qui est sous-jacent à l'évolution de la température, quoi. Donc qui est une équation ici, une équation d'advection-diffusion. Alors moi je parle d'équodif, mais en fait je sais pas grand-chose sur les équodifs. Il faut me pardonner si je raconte des bêtises, quoi. Bien, donc on a ici une équation d'advection-diffusion, donc convection-diffusion, qui explique au moins en partie donc, le phénomène, donc l'évolution de la température. Et donc ici, donc j'ai représenté donc une petite portion donc, de l'espace physique, et donc cette équation donc elle dit que la quantité qui nous intéresse, donc I ici qui est on passe avec la température. En fait, on peut prédire son évolution, on peut prédire donc, ici le placement d'une particule par un phénomène d'advection. Donc ici le W c'est le vecteur de transport ici, par un phénomène d'advection qui dit donc que telle particule va se retrouver à tel endroit à l'instant suivant, quoi. Et puis par un phénomène de diffusion qui est représenté ici par le deuxième. Bon, je prends cette équation, donc une équation simple, et puis donc cette équation, donc elle a une solution qui peut s'exprimer de façon analytique, et elle s'exprime de façon analytique en disant que en fait la température en un point ici, elle peut se déduire à un point d'image à l'instant t plus 1, elle peut se déduire à partir de l'image à l'instant t, en faisant une convolution de cette image par un certain noyau qui est positionné à un point qui se déduit donc du point qui m'intéresse par le vecteur de déplacement ici. D'accord. Donc je prends un point là, je peux l'expliquer par un point qui est ici, et puis je fais ici une convolution avec un noyau qui modélise le phénomène de diffusion. Ok. Et donc ça signifie que je pourrais calculer au moins une approximation de mon image à l'instant suivant, à partir de l'image à l'instant courant, si je connaissais son vecteur de déplacement et puis les paramètres de diffusion. Seulement je ne les connais pas. Et donc ce qu'on a essayé de faire, c'est de les apprendre automatiquement uniquement à partir de l'observation. Et donc on a un schéma général qui est un schéma comme ça dans lequel interviennent des réseaux de neurones, quoi. Donc là j'ai mes données. Donc ça c'est mes données, des données du passé. Je vais regarder une certaine fenêtre sur le passé. Et puis ça c'est ce que je veux prédire, c'est ma cible. Et la philosophie générale, c'est que je vais apprendre à partir de mes données. Donc encore une fois, je vais essayer de faire une régression, une espèce de régression. À partir du passé, je vais essayer de prédire le futur. D'accord. Et j'ai utilisé un critère du type critère de Poincaré carré par exemple, pour apprendre les paramètres de mon régresseur. Alors mon régresseur ici il est un petit peu particulier, donc il combine deux modules. Ici, donc ce que j'ai appelé le warping scheme, en gros, ça donne c'est une version discrétisée donc de mon équation différentielle, ou de la forme de la solution de mon équation différentielle. D'accord. Et donc ça impose une contrainte physique dans mon modèle. Ça dit comment est-ce que je peux obtenir cette image-là
à partir des images déplacées. Et pour ça, j'ai en particulier besoin donc, de connaître le vecteur de déplacement. Les vecteurs de déplacement, alors, en machine learning, donc les gens ont l'habitude de ça également, donc, quand les gens qui travaillent sur des vidéos, par exemple, en visio. Et donc, pour eux, ces vecteurs de déplacement, là, ou ces matrices de déplacement, ça correspond à ce qu'on appelle des vecteurs de flow optique. Et c'est des choses qui sont construites en général à partir de modèles qui sont des modèles physiques. Bien, donc ici, on va essayer de l'apprendre automatiquement, donc on fixe ça, hein, ce schéma donc, qui opère sur la toile que nous sommes en train. Et puis ici, on va essayer donc d'apprendre ce vecteur déplacement, hein, de façon à ce que, quand je m'intègre dans mon schéma de Warping ici, je prédise quelque chose qui correspond à mon image future, à mon image. D'accord? Donc l'idée générale, si je mets une contrainte qui vient de la modélisation physique, par contre, je vais utiliser les données pour apprendre donc, en gros, les paramètres du modèle qui m'intéresse, en particulier donc, ici, ce vecteur déplacement. Voilà, et donc j'apprends. Hein, comme je suis capable de le faire en machine learning, ici, avec des méthodes de gradient stochastique. Alors ici, bon, les deux modules, alors, bon, je les détaille, enfin, je dis très très rapidement comment ils fonctionnent, quoi. Donc ici, c'est un module, ce module-là, il va prendre en entrée une fenêtre temporelle, donc de quelques instants, d'accord, et puis il va essayer de prédire ça. Et donc, pour ça, c'est implémenté sur la forme de réseaux de neurones qu'on appelle des UNets. C'est des réseaux, pour les détails, peu importe, donc c'est des réseaux de neurones qui ont un petit peu cette tête-là. Donc, en gros, je vais prendre des images d'entrée. Donc, ici, je vais prendre une certaine séquence d'images d'entrée qui correspondent à différents instants. Ok. Et puis, ici, j'ai un réseau de neurones qui a un peu une forme comme ça, une forme d'entonnoir, avec une partie encodeur et une partie décodeur. Et donc, l'objectif, c'est d'avoir un champ de vecteur à la sortie qui est à peu près la même dimension qu'une des images d'entrée. D'accord. Okay. Et donc ça correspond à l'état caché de mon système auquel j'ai pas directement accès. Ok. Donc en fait, c'est une transformation qui a une forme un petit peu particulière ici. Ok. Et puis le deuxième module là, qui est celui-ci, ce module-là. Donc il implémente, je donne juste un tout petit peu plus de détails, donc il implémente ici donc, la solution que j'avais explicité tout à l'heure, c'est-à-dire que ici, donc, la valeur, donc, pour moi, donc, la température dans ce point-là, elle peut s'obtenir à partir, donc, qui est dans l'image à l'instant t plus 1, elle peut s'obtenir à partir de l'information qui est présente dans l'image à l'instant t, si on connaît le vecteur déplacement, le vecteur W, donc celui qui est calculé par l'autre module, celui que je viens de faire voir, d'accord, et puis qu'on fait ici, qu'on implémente un opérateur de diffusion autour du point, hein, qui correspond à position moins le vecteur de déplacement. Donc je fais advection, diffusion, puis je calcule la valeur de la température dans ce point. En tout cas, la grandeur qui m'intéresse. Ok. Voilà. Et puis, donc pour apprendre, en fait, j'utilise simplement, je vais essayer donc de prédire je fais simplement une régression à partir de ce système-là, quoi. C'est-à-dire que j'ai mes données, c'est les données qui sont ici données par le satellite, quoi. Et je vais essayer donc d'approximer, donc d'avoir ici, je vais dire ça, donc d'avoir ici une sortie calculée par mon système qui est la plus proche possible de la cible, sur mes observations. Et puis une fois que j'ai appris, je vais être capable de faire de la prédiction. Ok. Voilà, donc là, c'est ma formulation sous la forme d'un problème de régression. Et puis on avait rajouté, donc ça marche un petit peu mieux, quoi, un certain nombre de termes de régularisation, quoi, qui conservent, qui intègrent un certain nombre de contraintes physiques, on va dire. Ok, donc des choses, des évaluations typiques qu'on a faites, quoi. Donc ça, c'est des choses qui sont faites sur un simulateur qui s'appelle NEMO. Donc NEMO, c'est Nucleus for European Modeling Navigation. Donc c'est un simulateur, mais c'est un simulateur qui est très réaliste et qui intègre des données avec des méthodes ce qu'on appelle de réalisme, de réalisme. Ouais. Donc c'est un simulateur complexe, hein, moi je comprends pas trop comment ça fonctionne, quoi.
Mais donc c'est des modèles de l'océan qui sont intégrés directement dans les modèles de climat, pas dans les modèles de climat utilisés en France, en particulier par les gens de l'IPSL, qui est le labo avec lequel on travaille. Voilà, donc c'est des données qui sont des données d'une complexité, enfin ça n'a rien à voir avec les simulations des codifs que je montrais tout à l'heure. Voilà. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a ici, donc vous voyez les petits carrés, ce qui correspond aux petites images que je vous ai montrées, hein, et on a appris sur un certain nombre de petits carrés, puis on a testé sur donc on a appris sur certaines portions de l'océan et puis testé sur d'autres portions. Voilà. Et donc ça c'est juste pour résumer donc, les résultats. Alors ce que ça raconte le résultat qui est en haut, là, donc c'est un modèle numérique, qui est un modèle état de l'art, qui est un modèle d'assimilation. D'accord. Après ici, donc vous avez des choses qui sont donc, des modèles un peu de la famille de celui que j'ai présenté auparavant, quoi. C'est l'utilisation de méthodes de machine learning brutes, voilà. Pas d'intégration de connaissances physiques. Donc des modèles dynamiques de réseaux de neurones. Et puis ça c'est le modèle que j'ai décrit avant. Voilà. Et donc ce qu'on voit, c'est que les modèles sur des phénomènes comme ça, en tout cas les modèles à base de méthodes statistiques pures, ça marche moins bien que les modèles dans lesquels on intègre des informations, ça marche moins bien que l'état de l'art, quoi. Et des modèles comme ça, comme celui que j'ai présenté, ça marche à peu près au même niveau que le modèle de l'état de l'art sur ce type de données. Voilà. Ok. Voilà. Donc ça, c'est un des premiers exemples sur lesquels on a travaillé d'intégration, enfin de modèles un petit peu hybrides, quoi. Ouais, ça, et puis là, en ce moment, on est en train d'essayer d'aller un petit peu plus loin. Donc ça, c'est des choses qui généralisent un peu cette approche, quoi. Donc là, on s'est posé le problème. Donc ok, à partir du moment où j'ai des phénomènes dont je suppose qu'ils doivent être décrits par un système dynamique, par des codifs, quoi. Eh bien, voilà, quelle approche un petit peu générale je peux développer avec des modèles statistiques pour apprendre. Voilà. Donc on va supposer que je m'intéresse à des phénomènes qui sont décrits par des phénomènes dynamiques décrits par des équations différentielles, et j'ai essayé d'apprendre l'évolution de ce système, d'accord. Et puis, alors, de façon à être capable de prédire à la fois donc des observations, mais également d'avoir une prédiction donc, des états de mon système qui a une certaine signification, qui si possible a une certaine signification physique. Voilà. Et donc le problème ici, donc, il est formulé comme un problème général de contrôle, et puis on a aujourd'hui un algorithme, alors on reste encore plein de choses à tester, quoi. On a un algorithme un petit peu générique qui permet donc de résoudre ce problème, et puis ça permet également donc de développer un certain nombre de liens avec des méthodes classiquement utilisées pour résoudre des équations différentielles. Ok, donc voilà donc les hypothèses de départ. Donc on suppose qu'on a un système dynamique qui est décrit comme ça, donc j'ai un état initial, j'ai une évolution, donc décrit par une équation différentielle très générale, quoi. Et puis après, donc, les x, c'est des variables d'état, et puis les y, c'est des observations. D'accord. Donc qui me donnent une information partielle ou une pointée sur les variables d'état. Et puis le h, c'est un opérateur, typiquement c'est un opérateur de projection, quelque chose comme ça. Ou si mon système est décrit par des variables d'état à 10 dimensions, par exemple, j'observe 2 de ces dimensions. Et ce h, on va supposer qu'il est connu. Ok. Voilà. Et puis, bon, en gros, c'est tout, quoi. Et on suppose qu'ici, l'état contient toutes les informations qui me permettent de décrire le système. Voilà. Alors, si je reprends l'exemple précédent, là, sur l'océan, là, sur la température de l'océan, bah, typiquement, je vais avoir des choses comme la pression ou la vélocité qui me sont inconnues, et les observations, ça va être des choses comme la température. Ok. Donc l'approche, elle est assez générique, hein, c'est-à-dire que je vais utiliser, donc, je vais considérer cette forme générale, puis je vais prendre, je vais simplement la paramétrer. Donc je vais dire ici, en fait, soit j'ai l'état initial, soit je vais essayer de l'inférer avec une certaine fonction, quoi. Et puis ensuite, pour la dynamique, pareil, donc f ici, ça représente une famille de fonctions. Alors pour moi, ce sera un réseau de neurones, ça peut être n'importe quoi. C'est une famille de fonctions qui peut être relativement complexe. Voilà. Et puis donc j'ai ma fonction de projection, on va dire h ici, qui est supposée connue. D'accord. Et donc je vais essayer d'apprendre à travers ma fonction f ici, la dynamique entre les états. Okay.
Donc pour apprendre ici, j'ai utilisé les méthodes que je connais moi. Hein. Donc par exemple typiquement, donc, je vais essayer d'apprendre ça. Je vais essayer de poser un problème d'optimisation et d'apprendre les paramètres de mon modèle par des méthodes de gradient. Ok. Donc voilà un problème d'optimisation typique, quoi. Donc j'ai défini une fonction de coût. Donc ma fonction de coût ici, ça va être pareil, donc c'est un coût de type régression, quoi. J'ai des observations, et je dois avoir un système qui me prédit les observations futures au mieux, quoi, en fonction du passé. Ok, donc les Y sans chapeau, c'est les observations, puis les Y avec un petit tilde là, c'est mes prédictions. D'accord. Et donc je vais essayer d'optimiser donc cette fonction de coût, donc l'espérant sur toutes les observations Y ici. Et ici je vais intégrer donc les a priori que j'ai sur mon système, sur la dynamique de mon système, hein, comme des contraintes. Voilà. Donc mon système, il faut que dans l'espace d'état, mon système soit un système dynamique comme ici à cette équation, à une équation générale de ce type-là, et puis pareil pour les conditions initiales. Ok. Voilà. Alors après, donc, ici je montre un algorithme général, ce sont beaucoup détaillés, quoi, qui dit comment est-ce qu'on va résoudre le problème. Donc ici, donc, j'ai formulé mon problème comme un problème d'optimisation. Et là, donc, vous avez un algorithme de gradient. Je donne juste les grandes phases, donc, qui dit la chose suivante, qui dit j'ai un certain nombre d'observations. Voilà, ça marche. Qui dit j'ai un certain nombre d'observations ici, donc ça c'est des séquences d'observations. D'accord. À partir du passé, je veux prédire l'avenir, quoi. J'ai un système avec un certain nombre de paramètres que je vais initialiser de façon aléatoire, par exemple. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais piocher des séquences, et puis au fur et à mesure, je vais essayer d'apprendre à partir de ces séquences. Je vais essayer d'apprendre les paramètres de mon système, de façon à résoudre mon problème d'optimisation, à résoudre mon problème. Ok, donc ce que je fais, donc voilà, donc, soit, pour faire simple, on va dire qu'on connaît les conditions initiales du système, d'accord, et puis je vais avoir ici deux phases, quoi, qui correspondent à la phase avant et puis la phase arrière, quoi, donc forward et backward. Dans la phase avant, je vais essayer de prédire l'état de mon système à partir des conditions initiales. Je vais prédire l'état final de mon système, d'accord. Donc je vais essayer de trouver la solution de cette équation différentielle ici. Et puis dans la phase arrière, je vais me donner les éléments qui me permettent de calculer le gradient. Donc je ne détaille pas, mais peu importe, d'accord. Après, je vais pouvoir calculer le gradient donc, de la fonction du coût, et puis modifier les paramètres de mon modèle. Alors, ça c'est une description complètement abstraite, quoi. Je vais essayer de la concrétiser un petit peu. Donc ici, typiquement, donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est de résoudre l'équation différentielle. Alors après, j'ai mis ça là, donc en gros, il y a deux grandes familles hein, que les gens utilisent. Donc j'ai appelé ici les méthodes continues, ou bien les méthodes discrètes. Donc les méthodes continues, en fait, c'est l'utilisation d'un solver. Okay. Donc je peux résoudre ça simplement avec un solver classique. D'accord. Et puis, donc nous, en fait, on ne fait pas ça, quoi, habituellement. On va utiliser ce qu'on est capable de faire. Donc, j'utilise ce que j'ai appelé ici les méthodes discrètes. C'est-à-dire qu'ici, on va discrétiser les qualifs. D'accord. Et puis après, on va différencier. On va calculer donc, les différentiels des dérivés, donc, sur cet objet discret. D'accord. C'est comme ça, habituellement, qu'on fait avec des réseaux de neurones. Et bon, bref, on a fait ça parce qu'on sait faire ça. Okay. Et donc, si on fait ça, donc, ici, donc, cette opération-là, en fait, cet algorithme-là, qui consiste à résoudre un problème qui est un problème adjoint, en fait, on trouve que c'est quelque chose qui est formellement équivalent à des techniques de rétrogradiation qui sont utilisées dans les réseaux de neurones. Donc en fait, ça c'est quelque chose, voilà, une méthode adjointe ici sur des phénomènes temporels ou spatio-temporels, c'est quelque chose qui généralise les méthodes classiques qui sont utilisées, donc les méthodes de gradient classiques qui sont utilisées en réseau de neurones. Voilà. Ok, donc ici, la dynamique, en fait,
elle est apprise à travers un réseau de neurones, qui est un réseau particulier, qui est le réseau que j'ai montré tout à l'heure, qui s'appelle un ResNet, là. C'est un réseau particulier, en fait, qui a un certain nombre de propriétés intéressantes, c'est-à-dire qui permet effectivement donc d'apprendre et à implémenter donc des discrétisations spatiales et temporelles. Voilà. Pour la discrétisation temporelle, ici, bon, on l'utilisait, donc là, juste tout à l'heure, un schéma de l'ère forward, quoi. D'accord. Et puis bon, ça c'est des détails, mais c'est très sympa. Voilà. Donc en gros, ici la dynamique, elle est implémentée à travers un réseau de neurones, spécifique. Des essais qu'on a fait, donc c'est des travaux qui sont en cours, donc on a fait des essais sur des équations typogéniques comme celle-ci, quoi. Donc les équations de l'air, quoi. Donc ici typiquement, donc l'état qui est l'état inconnu, donc ça va être d'une part la densité et puis d'autre part la vélocité dans ces équations-là. Et puis on considère qu'au niveau des observations, on connaît uniquement la densité. Dans les essais qu'on a fait jusqu'à présent, on suppose qu'on connaît l'état initial. Et puis pareil, après, donc c'est des données un petit peu plus compliquées, c'est les données tout à l'heure, là, du simulateur NEMO. Donc les observations, c'est la température. D'accord, à la surface de la Terre. Et ici, donc, les variables d'état, donc c'est des variables, je sais mis en bas, il y en a 7 ou 8 variables d'état dans ce simulateur-là. On a considéré qu'on en avait 2 qui correspondaient également, on considère uniquement 2 qui considèrent un champ de vélocité. Voilà. Et puis, juste pour donner quelques images, donc là, on voit pas très bien, parce qu'on a choisi les couleurs, enfin bon. Donc ça, c'est des simulations de l'air, donc ça, c'est la cible, donc c'est des données simulées, d'accord. Ça, c'est des données prédites, on voit pas très bien, d'accord. On voit vaguement que ça ressemble à quelque chose, quoi. Et puis ça, donc c'est dans l'espace d'état, donc le vecteur, le champ de vélocité ici. Et puis ça, c'est le champ de... C'est les valeurs d'état, les vecteurs d'état prédites, d'accord. Donc là, c'est juste quantitatif, donc on a des évaluations quantitatives également, quoi. Mais bon, simplement pour voir ici, je dirais à la vue, quoi, de façon qualitative, pareil, quoi, je veux dire, le vecteur d'état, on prédit quelque chose qui ressemble au vecteur d'état réel, qui correspond à cette simulation. Ok. Et puis ici, donc c'est un problème un petit peu plus compliqué, donc sur les données du simulateur. Simulateur de courant, là, donc le NEMO, ici c'est des données réelles, quoi, portion des données réelles, quoi. Ici c'est les cibles sur l'espace des états, enfin au moins donc, les composants des états qu'on a considérés. Et puis ça c'est des prédictions qu'on observe à partir du modèle que je viens de décrire. Et ça c'est des prédictions sur les états. Alors ici donc on n'a pas de connaissance d'un état initial, quoi. Et on est obligé de l'inférer à partir des observations passées, quoi. Okay. Et ici, alors bon, c'est juste visuel, ce que je montre. Alors encore une fois, on voit que c'est quelque chose qui, donc ça semble avoir ça semble assez proche des données qu'on peut approximer. Et ici, donc simplement pour montrer la différence, ici par exemple, c'est des choses qui sont prédites à partir d'un système qui est purement statistique. Voilà. C'est-à-dire sans modélisation de système à état, sans hypothèse sur une forme générale d'équation différentielle, etc. Et donc ce qu'on voit ici, c'est des choses qu'on retrouve dans les évaluations quantitatives. Quoi. On voit donc qu'on a des choses qui sont beaucoup plus loin de la réalité que ce qui est prédit à partir du modèle que je viens de présenter. Voilà. Ok, voilà, je m'arrête là. Et bon, la conclusion, c'est un peu la même chose que l'introduction, quoi. C'est-à-dire qu'on commence à travailler donc sur des systèmes qui sont en réflexion entre la modélisation physique et la modélisation statistique. Ça fait un moment qu'on discute avec des collègues, donc c'est des discussions sont pas forcément toujours très très simples, quoi. Voilà. Bref, il faut se comprendre comme d'habitude, quoi. Et puis après les objectifs, et puis les objectifs sont souvent également un petit peu différents, quoi. Donc ça prend du temps d'avoir une certaine convergence. Ce que je vous ai présenté ici, donc moi je pense véritablement qu'il y a quelque chose de très riche qui peut sortir de ce type de tentative, de ce type d'essai.
que de toute façon, aujourd'hui, il y a un certain nombre de groupes qui ont lancé donc, des travaux dans cette direction. Et puis, donc, quand je montrais tout à l'heure donc, les choses au niveau donc, des modèles de climat, c'est pas 3 personnes, quoi. C'est des groupes extrêmement conséquents. Donc, il y a vraiment des efforts extrêmement importants qui commencent à être lancés, et c'est pas des phénomènes qui sont des phénomènes très très récents. Enfin, ça date il y a 1 an, 2 ans à tout casser. Voilà. Après, donc, moi j'ai présenté ça d'un point de vue machine learning et d'un point de vue développement de modèles, quoi. Et donc il y a plein de gens également qui sont intéressés par d'autres points de vue, et en particulier donc, au niveau du calcul intensif, par simplement donc, le fait, je dirais, d'accélérer les calculs qui sont faits aujourd'hui par des méthodes numériques, quoi, en utilisant des méthodes qui sont des méthodes à base de modèles statistiques, à base de réseaux de données. Donc je dirais c'est un petit peu l'autre grand volet qui intéresse les gens. Voilà, je vous remercie.